Je voudrais dans cette vidéo faire passer un message qui pourrait peut-être vous rassurer, parce que peut-être vous doutez, vous dites mais est-ce que je suis seul à voir cette absurdité? Est-ce que je suis seul à me poser des questions qui me semblent de bon sens? Voilà un virus qui est bénin pour la majorité de la population, qui est par contre extrêmement dangereux pour des personnes très âgées et surtout très malades. Voilà un virus qui est beaucoup moins mortel et dangereux que d'autres virus qu'on a connus dans le passé. Dans 2015-2017, il y a eu plus de morts pour les mêmes périodes. Voilà un virus qui, d'après toutes les courbes officielles, est en train de diminuer en termes de nombre d'hospitalisations, nombre de morts, et on annonce une deuxième vague qui ne vient jamais. Et voilà des médias qui créent une anxiété terrible, un terrorisme dans la population, c'est du terrorisme intellectuel. Voilà de l'anxiété partout, voilà surtout une situation complètement absurde, et peut-être vous êtes comme moi, vous vous dites mais j'ai l'impression d'être dans la 4e dimension. Quand je sors chez moi et je vois toutes ces personnes masquées, j'ai l'impression d'être dans un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Vous n'arrivez pas à vous habituer, vous vous dites mais non, mais c'est pas possible, je rêve. Vous êtes choqué par cette obligation du confinement qui a eu lieu, qui est complètement absurde d'un point de vue scientifique, qui a créé beaucoup plus de morts et de dégâts. Regrouper des malades avec des non-malades, c'est pas très intelligent. Et peut-être vous êtes encore plus choqué par cette obligation du port du masque qui n'a pas de fondement scientifique et qui est même dangereux, qui va contribuer à propager plus le virus. Hein, si on écoute pas seulement les médecins qui sont avec plein de conflits d'intérêts, mais les médecins qui font vraiment de la science et qui n'ont pas de conflits d'intérêts et qui malheureusement ne passent pas dans les médias traditionnels ou très peu, mais qu'est-ce qu'ils disent? C'est que ce masque est inutile et même dangereux. Et beaucoup de spécialistes dans le monde médical nous expliquent que c'est un nid à microbes et que ça va affaiblir notre système immunitaire et ça va être extrêmement dommageable pour la santé. Alors de voir l'obligation du port du masque pour des enfants, mais c'est consternant, mais le plus choquant, c'est peut-être de voir que la majorité des gens l'acceptent docilement, ne se révoltent pas. Il n'y a pas d'association de professeurs qui le refusent, il n'y a pas d'association de parents d'élèves qui le refusent, ou très très peu. On n'en entend pas beaucoup parler dans les médias, bien entendu. Il n'y a pas d'association de médecins, ou très très peu, ça commence à se faire, mais ça reste minoritaire. La grande majorité ne dit rien et laisse faire. Et peut-être vous êtes comme moi, vous êtes consterné, vous vous dites non mais est-ce que c'est moi qui tourne par rond ou est-ce que c'est le monde qui tourne par rond? Alors peut-être vous vous alarmez également sur la dérive totalitaire dans laquelle nous allons, avec la censure dans les réseaux sociaux, le mépris des personnes qui remettent en question la docta officielle sur cette pseudo-pandémie. Alors si vous êtes en train de vous alarmer de tout ça, vous inquiétez de tout ça et vous dire mais je me sens bien seul, ou j'ai l'impression peut-être de ne pas être normal, d'être un peu comme un extraterrestre, je vous rassure, et j'utilise pour ça mon expérience, mon vécu, et ce que je connais en intelligence émotionnelle, en spiritualité, en développement personnel. Je vous rassure, vous êtes tout à fait lucide, vous êtes tout à fait normal, c'est du bon sens de se poser ces questions. Simples questions comme par exemple, pourquoi on fait tout ce cinéma pour quelque chose qui n'est plus dangereux? Pourquoi est-ce que des pays qui ne confinent pas, comme la Suède, qui n'obligent pas au port du masque, n'ont pas de problème? Des simples questions. Alors vous demandez, mais pourquoi pas plus de personnes se la posent? Mais surtout, pourquoi il n'y a pas plus de personnes qui refusent ces lois liberticides? C'est cette folie, car la folie, il faut toujours la refuser, mais pourquoi il n'y en a pas plus? Et vous vous sentez peut-être assez seul. Alors pourquoi est-ce que peu de gens se lèvent et disent non? On a mis en évidence qu'il existe chez l'être humain une forme d'apathie, de soumission à l'absurdité, ou l'émiettement de la responsabilité, ou encore l'effet spectateur, ou aussi le bystander effect, l'effet témoin, qui montre en fait que la responsabilité individuelle va être complètement diminuée et diluée dans un groupe. Que plus ce groupe est grand, plus la responsabilité diminue. Plus la capacité à aider une autre personne va être réduite parce qu'il y a un grand nombre de personnes. Vous connaissez cet effet, vous l'avez déjà vu dans les faits divers, peut-être vous l'avez vécu. Vous avez tous entendu parler de ces faits divers où une personne se fait agresser dans un train, dans la rue, en plein jour. Il y a plein de témoins et personne ne réagit. Et comment c'est possible? Parce que ces témoins qui n'ont pas réagi, si on les prend séparément, ce sont des bonnes personnes, ce sont des personnes qui ont des valeurs, sont contre la violence, mais
ont eu peur de réagir et comme personne ne réagissait, elles n'ont pas réagi. Donc cet effet de dilution de la responsabilité existe quand il y a un groupe et que la réaction n'est pas enclenchée. La réaction de rejet, le positionnement, le fait de dire qu'on n'est pas d'accord, on refuse cette violence ou cette absurdité dans le cas de ces mesures sanitaires complètement folles. Cet effet nous montre que le comportement responsable d'un individu va être complètement inhibé en la présence d'autres personnes. En fait, la responsabilité personnelle est divisée par le nombre de personnes présentes. Et ici, vu qu'il y a un grand nombre de personnes, vu que ça concerne toute la population, eh bien, cet effet est d'autant plus fort. La passivité de l'individu va être induite par la passivité du groupe. Plus le groupe est passif, plus la personne va être passive. Alors dans ces expériences de psychologie sociale, notamment, j'en connais plusieurs, par exemple celle où il y a une salle d'attente et une personne est dans la salle d'attente, elle est seule et elle voit de la fumée qui sort, ou elle peut aussi entendre une alarme dans une autre option de l'expérience. La personne va mettre un certain temps pour réagir, mais se sentant responsable, et comme elle est seule, elle va réagir assez vite. Par contre, si on met deux complices dans la même pièce, des complices, des personnes qui sont des acteurs, qui ne réagissent pas, la personne ne va pas réagir, ou va réagir extrêmement tard. Et donc on voit qu'il y a une dilution de sa responsabilité, elle va devenir passive, parce que les deux autres personnes sont passives. Il y a donc une sorte de conformisme social qui est mis en place de manière tout à fait automatique. On le voit également dans une autre expérience où des personnes sont dans des studios et ne communiquent que par micro et casque. Et lorsqu'une d'entre elles commence à crier parce qu'elle a un malaise, elle demande de l'aide. Si la personne qui est observée est toute seule, elle va aider. Elle va mettre un temps assez rapide pour se lever et aller aider la personne. Quelqu'un pourrait m'aider à sortir. Je me sens pas très bien. J'aimerais bien que... Il y a quelque chose qui m'arrive. Si quelqu'un pouvait m'aider, venir maintenant. Il y a quelqu'un qui m'entend là? Il y a quelqu'un qui m'entend? Ouh là là, vite! Il y a quelqu'un. Mais maintenant, si cette même personne a connaissance qu'il y a d'autres personnes également dans d'autres studios qui sont à l'écoute et que ces autres personnes, elles voient qu'ils ne réagissent pas, eh bien cette même personne ne va pas réagir. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à sortir? Je me sens pas très bien. J'aimerais bien que... Il y a quelque chose qui m'arrive. Si quelqu'un pouvait m'aider, venir maintenant. Aidez-moi! Je vais mourir! Aidez-moi! Est-ce que quelqu'un est là? Il y a quelqu'un? On voit que la plupart des temps, quand il y a plus de personnes qui sont passives, les personnes qui sont étudiées ont tendance à être passives également. C'est également connu avec l'effet du bon samaritain où des acteurs ont simulé dans la rue un malaise, la personne tombe par terre et les gens passent à côté de manière totalement indifférente, sans le regarder, sans prêter aide. Mais il suffit qu'une personne aille vers lui et là le groupe, la plupart des personnes qui sont là vont aller l'aider. Donc on voit dans cette expérience de psychologie sociale de dilution de la responsabilité qu'il y a finalement très peu de personnes qui ont, excusez-moi l'expression, les couilles, on pourrait dire, de se lever malgré le fait que les autres ne bougent pas et de prêter aide, de poser une action pour éviter l'injustice ou éviter une absurdité comme dans le cas de ces consignes absurdes. Alors vous voyez que vous avez bien raison de ne pas accepter cette aberration. Vous faites partie de cette minorité dans ce cas-là et c'est magnifique. Et c'est tellement important de continuer à agir pour refuser ces lois liberticides, cette absurdité, cette folie et stopper l'anxiété générale qui est générée par les médias. Alors c'est très difficile parce que la première difficulté c'est de garder le sens de la responsabilité alors que tout le monde semble la perdre. Ça c'est très difficile. C'est d'autant plus difficile que quand vous regardez les médias, puisque la plupart des gens regardent les médias, on voit des gens qui sont censés être responsables, qui ne réagissent pas, qui trouvent que le port du masque est normal, qui trouvent que tout ça est normal, qu'il n'y a pas à réagir là-dessus, qui parlent d'autres sujets. Et ces personnes, bien sûr, souvent celles qui sont dans les médias, les médecins qui sont là ont des conflits d'intérêts avec les industries pharmaceutiques, les politiques qui ont fait des erreurs continuent dans leurs erreurs, donc on ne s'attend pas à ce qu'eux changent bien entendu, mais
Tous les autres personnes, les artistes, les journalistes, les autres experts dans d'autres domaines ne disent rien. Il faut vraiment, pour aller voir des médecins qui donnent les faits et qui expliquent qu'il n'y a pas de danger, il faut aller dans d'autres médias et croiser ces sources d'informations. Mais si on n'écoute que les médias traditionnels, ben on se dit, mais si eux ne réagissent pas, et puis si eux en plus qui sont experts disent que c'est normal, ben pourquoi est-ce que je me positionnerai contre ça? Donc on doute on va inhiber notre responsabilité personnelle, on va accepter quelque chose qui va contre notre conscience. Ou même on va l'accepter parce que les experts l'ont dit et je leur fais totalement confiance car je ne comprends pas qu'il y a des conflits d'intérêts et donc je suis aveugle par rapport à cette manipulation. C'est pour ça qu'il y a même des personnes, j'ai fait des vidéos, ça doit être la 4e ou la 5e vidéo pour dénoncer cette absurdité du Covid et à travers ces vidéos j'ai perdu j'ai perdu plusieurs personnes, des clients, des amis, des collègues aussi, des collègues qui sont thérapeutes, qui ne suivent que les médias traditionnels et qui sont entrés dans les émotions, dans l'anxiété, qui ont commencé à me juger, à avoir du mépris. Et ça demande de la force de résister à ça. C'est une autre difficulté, c'est de garder confiance et de continuer à se positionner alors que nous sommes rejetés ou méprisés par une partie de la population. Les médias qui ont mainmise sur nos esprits discréditent, parlent de pervers, de complotistes et donc en jetant l'opprobre sur les personnes qui remettent en cause la narration officielle crée une sorte de mépris social, de rejet et il faut être très fort pour résister à ça parce que l'être humain a cet instinct grégaire qui fait que dès qu'il est hors du troupeau, qu'il est regardé, qu'il est jugé, il y a une peur qui s'installe, la peur de se retrouver seul, la peur de manquer. Et donc ça demande une grande confiance en soi, de pouvoir rester ancré dans ses certitudes, dans son humanité, de continuer à penser que tout cela est absurde et qu'on le refuse. Ça demande beaucoup de confiance, ça demande d'être capable d'affronter le regard de l'autre, même si il est majoritaire. Gandhi disait, ce n'est pas parce que nul ne voit la vérité qu'elle devient une erreur, et même si la majorité semble aller dans ce sens qui est absurde, de continuer à pouvoir se dire je ne suis pas d'accord, je trouve ça dangereux, je trouve ça néfaste, ça détruit la santé, c'est mauvais pour nos enfants, c'est complètement absurde et nous sommes en train d'aller dans une dérive totalitaire, une dérive sanitaire, totalitaire et je le refuse. Ça demande d'avoir, excusez-moi l'expression, des couilles pour qu'on soit homme ou femme, hein, pour se positionner comme ça. Et on peut parfois se sentir seul malgré tout, c'est pour ça que c'est important de se connecter avec d'autres personnes qui pensent comme vous. Également, c'est important de se protéger des pollutions, la pollution médiatique qui crée du terrorisme intellectuel. Il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment criminel, ce climat anxiogène où tous les jours ils ont compté le nombre de morts. Imaginez qu'on l'aurait fait pour d'autres maladies, ça aurait créé des peurs encore plus grandes. Hein. Les maladies cardiovasculaires, la tuberculose, les cancers, c'est encore bien plus important comme nombre de morts. Ça aurait créé une panique dans la population si on le faisait tous les soirs. Maintenant, on parle de cas positifs. Alors que c'est des personnes qui ne sont pas dangereuses, qui ne sont pas mortes, mais on essaie de trouver des chiffres pour faire peur, on va parler de cas infectés, on joue sur la sémantique, et donc c'est criminel et c'est important de se protéger de ces médias-là. Enfin, c'est important de se nourrir, et se nourrir pour équilibrer, se nourrir d'harmonie, se nourrir de plaisir, se nourrir de poésie, se nourrir d'art, faire l'amour, aller dans la nature, voir ses amis. Tout ça sont des activités tellement importantes, d'autant plus importantes maintenant qu'il faut vraiment y veiller, prendre soin de soi, rire au maximum et pouvoir de temps en temps prendre du recul pour se ressourcer, pour retrouver son harmonie si c'est nécessaire. Alors, il y a aussi dans le monde spirituel l'autre opposé, je dirais l'autre extrême. Certaines personnes dans le monde spirituel que je fréquente aussi disent « mais moi je ne rentre pas dans ces luttes, dans ces considérations, je reste seul, je médite, je préserve mon intégrité et je ne veux pas me mêler à tout ça. » Et avec une sorte de condescendance presque en fait. Je ne rentre pas dans ces énergies basses. Et si vous êtes en Inde, imaginez en Inde, c'est facile à imaginer, des villages où il y a beaucoup de souffrance et puis il y a un temple à côté et il y a de la corruption, il y a des tas de choses qui sont injustes qui se passent dans cette ville ou dans ce village. Vous avez des moines qui méditent et qui font que méditer. Et qui sont bien, ils sont dans l'harmonie, mais ils ne se mêlent pas à la vie, ils méditent. Ok, c'est pas mal, c'est bien pour eux. Et puis imaginez un temple, vous avez des moines qui méditent, pareil comme le premier temple, ils méditent, ils sont bien, et régulièrement ils descendent dans le village, dans la ville,
Et ils aident, ils soignent, ils donnent à manger, ils dénoncent les injustices, ils se positionnent face à la mafia, face aux hommes politiques, ils demandent des choses, ils refusent, ils se battent pour la population. Et ils retournent dans leur temple, ils méditent, et ce va-et-vient, cet équilibre en fait entre l'action et l'harmonie est très important et difficile en fait à doser. Et c'est ça, je vous invite à y réfléchir. Est-ce que vous préférez le moine qui fait rien et qui est bien, ou le moine qui est bien mais qui fait, qui agit? Parce que l'Inde ne s'est pas libérée toute seule. Les droits des Noirs n'est pas tombé du ciel. Il a fallu des gens qui se lèvent. Et ça, c'est pas juste parce que des gens priaient, parce que des gens ont agi. Motivés, regardez Martin Luther King, c'est pas juste de l'action, c'était une spiritualité. Mais c'est pas non plus juste une spiritualité, c'est aussi de l'action. Et donc il y a un bon équilibre à avoir, un bon dosage, ce qui est pas évident, c'est un art, hein, c'est vraiment pas évident parce que on peut à la fois tomber dans la désharmonie si on est trop dans l'action, dans la révolte, et à la fois si on est trop dans la méditation à la recherche d'harmonie, on se coupe, et on se coupe des autres et on devient presque insensible et ignorant de la souffrance humaine. Et on en est détaché, mais en même temps, on n'est pas très utile. Il y a tellement de gens qui souffrent d'anxiété, des gens qui croient ces médias, qui ont vraiment peur, et ils ont besoin de ces énergies positives. Donc vous voyez, c'est un savant dosage. D'abord, prenons soin de nous, et puis ensuite, si on est bien, ne doutons pas, continuons à garder cette fidélité avec nous-mêmes, avec ce bon sens, ce refus constant, ne lâchons jamais, ce refus constant de l'absurdité et de l'inhumanité. Donc prenez bien soin de vous et surtout ne pensez jamais que vous êtes incompétent ou vous n'êtes pas intelligent, vous êtes fou ou extraterrestre. Simplement vous avez du bon sens et gardez ce bon sens, continuez à rester fidèle à vous-même. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle.